Shaul Shmokler, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous vous avons sollicité ce matin, à la fin de cette semaine extrêmement chargée, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan politique, bien entendu, même juridique, et sur le plan également diplomatique, avec cette décision des États-Unis de reconnaître la Judée et la Samarie comme des implantations qui ne sont pas des comme des zones qui ne sont pas des territoires occupés, les implantations comme légales. Alors, c'est un véritable bouleversement, c'est un véritable changement. Je voudrais que vous nous expliquiez, vous qui avez planché sur ce dossier pendant de nombreuses années, comment expliquez-vous ce tournant, ce changement de position de l'administration américaine ? Alors, il faut préciser les termes exacts de ce que le secrétaire d'État Pompeo a dit. Il a dit que les implantations, c'est-à-dire les villages, les Juifs qui habitent en Judée-Samarie, ne sont pas en tant que tels considérés comme étant illégaux. Oui. Donc c'est pas une implantation illégale. La notion d'illégalité ne s'applique pas à ces endroits-là. Okay. Et ça, c'est une révolution. Alors est-ce que c'est une révolution juridique ? Et les territoires, la Judée et la Samarie ne sont pas des territoires occupés aussi. C'est aussi un point important. Bien sûr, c'est un point qui est extrêmement important. Et les deux sont le corollaire l'un de l'autre. Bien entendu. Alors, donc on a eu immédiatement une réponse de la part de la communauté européenne qui s'appuie sur des résolutions de l'ONU qui disent non, c'est tout à fait illégal. Alors, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a provoqué cela ? Alors, non, je crois que ce qui est d'abord important, c'est qu'est-ce que c'est comme assertion ? Est-ce que c'est une assertion juridique ou c'est une assertion politique ? Alors, l'assertion, donc ce que dit Pompeo, n'a absolument aucune valeur juridique, mais pas plus que les déclarations de la communauté européenne. Parce que la communauté européenne, elle n'a pas de prérogative à dire le droit. Et les États-Unis, eux, ils ont n'ont pas non plus une prérogative à dire le droit. Ce que Pompeo a dit, c'est que ils ont regardé le problème en profondeur. Ils ont fait une analyse juridique et ils sont arrivés à la conclusion que les implantations ne constituent pas, ne sont pas illégales. Vous voulez dire que c'est uniquement déclaratif et que ça n'a pas d'influence sur le terrain ? Alors, il faut distinguer le politique et le juridique. Tout n'est que politique dans ces affaires. Lorsque l'ONU dit les territoires sont illégaux, eh bien, c'est une déclaration politique qui n'a aucune valeur au niveau juridique. Ils ne sont pas habilités à dire le droit. Oui. Le Conseil de sécurité n'est pas habilité à dire le droit. La Cour internationale de justice n'est pas habilitée à dire le droit. Même elle. Oui, même elle, si elle n'est pas saisie par les antagonistes. Ok. Et donc il y a eu en 2004 une opinion, un avis consultatif, mais comme le nom le dit, c'est uniquement consultatif. Et puis ce n'est pas ça qui va changer la réalité juridique. La réalité juridique de ce territoire, elle a été déterminée le 24 juillet 1922, et depuis lors, il n'y a aucun événement juridique. Rappelez-nous ce qui s'est passé le 24 juillet 22, c'est quoi, les accords de San Remo ? Alors, c'est après les accords de San Remo, c'est le mandat. Et le mandat de la Palestine qui est attribué à la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne, et qui doit être en charge de gérer ce territoire-là. Et ils n'ont pas normalement de droit d'effectuer des modifications. Or, ils ont fait les modifications. Ils n'en ont fait qu'à leur tête. Et ils ne se sont pas tenus stricto sensu au terme du mandat. Alors, qu'est-ce que dit le mandat ? Le mandat, il dit que le territoire de la Palestine mandataire, qui à l'époque comprenait le territoire... La Transjordanie. ...d'Israël, de toute Israël, et de la Jordanie. Oui. Et de la Jordanie aujourd'hui. Qui s'appelait la Transjordanie à l'époque. Qui s'appelait à l'époque la Transjordanie. Donc, il y avait une partie à droite du Jourdain et à gauche du Jourdain. Et dans ce mandat-là, il y a ce qu'on appelle l'article 25, qui donnait la possibilité, en toute légalité, à la Grande-Bretagne de disposer à discrétion de ce territoire qui va se trouver à l'est du Jourdain. Donc à partir de cette époque-là et jusqu'à la création de l'État d'Israël, ces territoires sont sous souveraineté ou sous administration britannique, c'est cela ? Voilà. Alors les deux parties à l'est et à l'ouest du Jourdain sont sous le mandat britannique. Il y a une partie où les Juifs sont supposés, la partie qui se trouve à l'ouest du Jourdain, les Juifs sont supposés venir
habiter dans ce territoire et le peupler de manière très dense partout. Et donc l'unité, c'est toute la partie qui se trouve à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire Tel Aviv, c'est-à-dire Haïfa, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire Jéricho, voilà. c'est-à-dire Naplouse, et c'est-à-dire Hebron et Bethléem. Okay. C'est une unité géographique. Et de l'autre côté, les Juifs ne sont pas tenus de pouvoir peupler tout le territoire qui se trouve à l'est du Jourdain. Et donc, en 1946, lorsqu'il y a la fin du mandat britannique sur ce qu'on appelle à l'époque l'émirat de Transjordanie, il y a la création de la Jordanie, la création du royaume hachémique de Jordanie, et les frontières internationales de cet État qui a été créé en mars 1946, c'est le Jourdain. Et donc, en 1946... C'est-à-dire, pour être clair, même après la création de la Jordanie, ces territoires ne sont pas sous souveraineté jordanienne. Quel territoire? Les territoires de la Judée et de la Samarie. Absolument. En 1946, la frontière internationale de la Jordanie, c'est le Jourdain. C'est-à-dire que si, pour une raison quelconque et un temps quelconque, il y a des forces armées jordaniennes qui se trouvent de l'autre côté, c'est-à-dire du côté ouest, il constitue une occupation illégale de ce territoire-là. Ok. D'après le droit international. Et c'est pourtant ce qui s'est passé pendant les années entre 1948 et 1967. Tout à fait, exactement. Et donc, pendant ces 19 années, la Jordanie a occupé de manière illégale ce territoire qui était attribué au peuple juif. Ok. D'accord ? Et donc, lorsque Israël va reprendre le contrôle de ce territoire-là, eh bien, ce qu'il va faire, c'est tout simplement récupérer un territoire qui lui appartenait de droit, alloué par le mandat. Absolument. Ok. Alors, d'abord, il y a une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. C'est donc, d'une certaine manière, vous êtes en train de nous dire que les États-Unis rétablissent une vérité historique en reconnaissant, en affirmant qu'il ne s'agit pas donc de territoire occupé. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment on en est arrivé là, comment on a, d'une certaine manière, accepté du côté israélien, ou même comment, au niveau de la communauté internationale, on en est arrivé à ce que, quelque part, dans le narratif du conflit israélo-palestinien, eh bien, ces deux régions de Judée et de Samarie, cette Cisjordanie, eh bien, ont été considérées depuis le début, depuis 1967, comme des territoires occupés. Alors, vous avez compris, tout est politique. On va se masquer derrière du droit pour faire avancer des idées politiques. Et quelle était l'idée politique? L'idée politique, c'est l'idée qui avait cours déjà en 1947 lorsqu'il s'est agi du partage de la Palestine entre un État arabe et un État juif. Oui. Mais il faut savoir une chose, c'est que la résolution 181 de l'Assemblée générale n'a pas de force de loi. C'était uniquement, tout simplement, une déclaration politique sans aucune valeur, aucune valeur juridique. Mais c'est resté ancré dans les mentalités et le monde occidental s'est dit, voilà, vous, les Arabes se disputent avec les Juifs, eh bien on va simplement diviser le territoire. Alors qu'il y avait déjà eu auparavant, en 1922 déjà, au moment de l'application de l'article 25, déjà une première division entre 78% de ce territoire-là qui est allé à un pays arabe. Ok, alors maintenant, finalement, malgré tout, cette décision américaine, c'est un tournant parce que est-ce que ça a, on va dire, la même force que la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Est-ce que ça a une capacité à modifier, on va dire, les tendances, modifier les esprits et peut-être permettre de comprendre ou de faire comprendre à la communauté internationale que bien ces territoires appartiennent à Israël, appartiennent au peuple juif? Bien sûr, tout est politique. Alors, étant donné que c'est politique et qu'on parle de la communauté internationale, eh bien voilà, il n'y a plus un seul son de cloche à la communauté internationale. Il y a les Américains et puis il y a pour l'instant la communauté européenne et bien sûr les pays arabes. Et donc à ce moment-là, on casse la notion de communauté internationale l'unanimité, quoi. Voilà, l'unanimité, exactement. Et c'est ça la chose très importante. Quand Trump dit Jérusalem, je la reconnais comme étant la capitale d'Israël, dans la réalité juridique, ça change absolument rien, mais c'est une déclaration politique. Et cette déclaration politique est très importante parce qu'elle va remettre les choses sur le tapis. Et on n'est plus dans une unanimité à pousser une résolution politique dans une seule direction qui est
deux peuples, donc deux États. Alors, justement, deux peuples, deux États, ça c'est l'approche européenne. Et cette Europe, comme vous l'avez dit, a très rapidement critiqué la décision des États-Unis. Est-ce que finalement, les Européens et les Britanniques, on va dire en particulier, ils connaissent bien l'histoire, ils savent exactement à qui appartenait, c'est-à-dire cette terre de Cisjordanie selon le mandat britannique. Donc, comment vous expliquez cet aveuglement de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe sur le plan, on va dire, du droit international dans ces régions? Écoutez, tout est politique, et à partir du moment où tout est politique, eh bien, on cède à l'intimidation. Expliquez-moi aussi pourquoi est-ce qu'à l'UNESCO, lorsqu'on parle de Jérusalem comme étant, ou bien du mur occidental du temple, pourquoi est-ce qu'on va leur attribuer uniquement le nom musulman de Al-Burak? Pourquoi? Est-ce que les gens ne connaissent pas l'histoire? Bien sûr qu'ils la connaissent, mais tout n'est que politique. Et donc là, la communauté européenne, ce qu'elle fait, c'est simplement, elle répond à l'intimidation qui est exercée par les pays arabes. Alors, je dois préciser, vous connaissez bien le sujet, mais ce dossier, il a été traité également du côté israélien, parce que on peut accuser la communauté européenne, la communauté internationale d'avoir instauré dans ce débat une sémantique qui est faussée ou biaisée, mais du côté israélien aussi, on peut dire qu'il y a une certaine responsabilité, puisque même du côté israélien, les gouvernements de l'époque, d'après 67, eh bien, ont instauré cette terminologie de territoire occupé. Il y a eu deux rapports au cours des dernières années. Il y a eu le rapport de Talia Sasson autour de 2004 qui a été commandé par Ariel Sharon pour définir justement le statut juridique de ces territoires. Et puis il y a eu quelques années plus tard le rapport du juge Edmond Lévy, Zichrono Livracha. Et ce sont deux rapports totalement différents de la part de deux juristes éminents qui arrivent à deux conclusions totalement différentes. C'est-à-dire Talia Sasson, elle dit que ce sont des territoires occupés, tandis que Edmond Lévy, lui, se rapproche de la décision américaine de ces derniers jours, à savoir que ce ne sont pas des territoires occupés. Comment peut-on arriver à des divergences de vues aussi différentes, à des divergences de vues aussi profondes? Vous allez me dire, peut-être je sens que vous allez me dire, tout est politique. Alors, c'est vrai que tout est politique, mais il y a une autre chose qui se grève dessus. Lorsque Talia Sasson émet son rapport en 2005, qui a été commandé par Ariel Sharon, effectivement, elle va faire une interprétation du droit qui va être de type extrême gauche, puisqu'après, une fois qu'elle a terminé de rédiger ce rapport, après, on va savoir qu'en fait, elle émarge auprès de Meretz, donc elle est à l'extrême gauche. D'ailleurs, elle est aujourd'hui, si je ne m'abuse, l'une des présidentes du nouveau fonds de Keren Achadasha. Exactement. Et de l'autre côté, eh bien, Edmond Lévy, là c'est le Premier ministre Netanyahou qui le saisit pour faire une analyse juridique. Lui, il arrive à des conclusions qui sont complètement différentes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité, puis après on va faire ce qu'on appelle une exégèse, une interprétation de type de droite ou de gauche. Et je vais vous expliquer un petit peu la nature de cette exégèse. Si jamais on fait une interprétation sur le territoire stricto sensu, c'est-à-dire à qui appartient le territoire de Jéricho, de Jérusalem, de Hebron et Bethléem, ça appartient de manière claire, nette et définitive au peuple juif. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a une population qui est arabe et qui est jordanienne et qui est ennemie envers Israël. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette population? Donc lorsque vous considérez le problème de la terre, alors la terre elle appartient au peuple juif, mais lorsque vous considérez le problème de la population qui vit sur ce territoire-là, à ce moment-là, on va dire que c'est un territoire occupé puisqu'il se trouve pris sous la présence des forces armées israéliennes contre lesquelles, auxquelles il s'oppose. Vous voyez, donc on est sur deux apports différents. Et toute la différence qu'il y a, c'est par rapport à l'interprétation que l'on a envers de la 4e convention de Genève de 1946. Alors la question qu'on est obligé de se poser maintenant, puisque nous arrivons à la fin de notre entretien, c'est que on est encore, malgré tout, dans un gouvernement de droite israélien dirigé par Benjamin Netanyahou. La droite est au pouvoir depuis maintenant plus de 10 ans. Benjamin Netanyahou est au pouvoir depuis plus de 10 ans. Il avait largement le temps, après avoir commandé le rapport d'Edmond Lévy, de le mettre en application. Pourquoi finalement, un gouvernement de droite israélienne, n'a pas lui-même de sa propre initiative osé instaurer la souveraineté juive sur l'ensemble des territoires et d'une certaine manière les annexer? Alors,
d'abord, il ne s'agit pas d'annexer, puisque, étant donné que le territoire appartient au peuple juif, il faut simplement appliquer la souveraineté. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fil ribonout. Et donc ça, ce sont quand même deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est ce que Netanyahou avait dit à la veille des élections, qu'il voulait appliquer la souveraineté simplement à la vallée du Jourdain. Ouais. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la raison pour laquelle les choses ne sont pas nettes, c'est parce que les gens ne savent pas quoi faire de cette population musulmane, arabe, ennemie sur ce territoire si jamais on applique la souveraineté. Parce que appliquer la souveraineté, ça veut dire aussi prendre en compte cette population, et les gens ne sont pas encore décidés de savoir quoi faire. Est-ce qu'on leur attribue la citoyenneté? Est-ce qu'on leur attribue pas la citoyenneté? Il faut savoir que la majorité de ces personnes-là ont un passeport jordanien. Oui. Donc ils ont été jordaniens jusqu'en 1967, et comme disait un des activistes de Jéricho, il disait, voilà, le lendemain du 5 juin 1967, je m'endors jordanien et je me réveille palestinien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui. Donc tout est politique, et le problème, c'est savoir quoi faire de cette population. Et vous savez très bien que à l'intérieur de la population juive, il y a ces discours. Des gens de droite et des gens de gauche disent non, il faut intégrer cette population et lui donner la citoyenneté israélienne, même des gens de droite, comme par exemple Caroline Glick le dit, et d'autres personnes qui disent absolument c'est hors de question. Alors si c'est hors de question, à ce moment-là, les gens de gauche vont dire oui, mais alors il y a de l'apartheid, du racisme et des arguments de ce type-là. Donc c'est même si jamais la droite était au pouvoir pendant 10 ans, la droite ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'il va y avoir des implications de longue portée. Et de plus, si jamais la droite le faisait à ce moment-là, étant donné que la gauche se trouve encore au point de pouvoir comme la Cour suprême, alors à ce moment-là, et bien évidemment, étant donné que tout peut être amené devant la Cour suprême, eh bien c'est évident que toutes les organisations, les NGO, vont amener ce problème-là devant la Cour suprême. Or, la Cour suprême, elle est nettement situé à gauche. Plus proche de l'avis de Talia Sasson que de celui d'Edmond. Absolument. Vous voyez, donc tout est politique. Tout est politique. Ça, on l'a bien compris. Et c'est la raison pour laquelle l'assertion de Trump est très très importante, parce qu'elle va constituer un contrepoids à l'assertion de ce qu'on appelle la communauté internationale. Voilà, il n'y a plus de communauté internationale. Eh bien, on l'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, Shaul Shmokler, pour toutes ces explications extrêmement précises qui nous permettent de mieux comprendre, bien entendu, ce dossier extrêmement complexe. Après la décision donc des États-Unis de reconnaître la légalité des implantations et de ne plus vouloir définir la Judée et la Samarie comme territoire occupé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci beaucoup.